Alors, très bien. Donc, merci beaucoup. Alors, je suis particulier. Alors, donc, je vais vous présenter une conférence, une intervention sur le rôle des grandes catastrophes. Alors, catastrophes naturelles, changement climatique et épidémie dans l'évolution de l'histoire de l'humanité. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs, Claude Moon, Michel Galli et Vivien Laïle, la mairie de Saint-Jérôme qui a organisé dans le cadre du Salon d'honneur, et le public d'être là ce matin et pour d'autres séances de ces 3 journées. Je crois que le titre exact, c'est Symposium. Alors, j'hésite à dire malheureusement, mais enfin bon, restons neutres. La pandémie de Covid, commencée en 2020, a bien montré le rôle des épidémies dans l'aventure de l'humanité. Alors, je mobilise un certain nombre d'auteurs. Laurent Testo, qui est un des grands auteurs de la revue Sciences Humaines, qui a proposé un ouvrage Cataclysme, une histoire environnementale de l'humanité en 2017, dans une perspective d'histoire globale. Alors, qui dit histoire globale, alors c'est plutôt une approche anglo-saxonne, mais c'est aussi bien sûr Fernand Braudel, la longue durée, les idées d'espace-monde. Alors, j'ai mobilisé aussi assez récemment, quelqu'un qui a écrit assez récemment, alors toujours dans le prolongement d'autres travaux, hein, quelqu'un qui s'appelle Jonathan Kennedy, qui est prof à Oxford, donc qui a écrit Pathogenesis, How Germs Made History. Donc là, on est sur le côté épidémique. Le rôle des changements climatiques, alors c'est l'occasion pour moi de rendre hommage à quelqu'un avec qui j'ai eu l'honneur de travailler, Emmanuel Leroy-Ladurie, et les 3 tomes de son histoire humaine et comparée du climat du XIIIe siècle à nos jours. Alors, habituellement, les catastrophes naturelles, les changements climatiques et les épidémies sont évoqués séparément et rarement ensemble. Alors, c'est un peu le pari de cette intervention et de travaux que je souhaite continuer, de les aborder dans leurs influences réciproques et les interactions entre ces 3 thèmes sur toute l'aventure de l'humanité. Avec aussi, on le verra par moments, le rôle de décision problématique des hommes et en particulier de ceux qui nous gouvernent. Alors, cette dimension catastrophe, elle est replacée dans une approche plus globale pour moi de toute l'aventure humaine que je qualifie de grécique. Guerre, on aime beaucoup les sigles, guerre, religion, économie, échange, savoir, innovation et donc pour aujourd'hui catastrophe. Donc je vais vous proposer dans cette vision-là un voyage dans toute l'aventure de l'humanité. On ne va rien se refuser. Alors, la première et la plus grande catastrophe naturelle, et c'est ce qui nous a ouvert la voie, mais beaucoup plus tardivement, c'était un astéroïde qui est tombé dans le Yucatan il y a 65 millions d'années, avec extinction de toute la faune et la flore de l'époque, et notamment les dinosaures. Et après, vous voyez le temps qui est passé quand même, donc les humains n'ont jamais rencontré les dinosaures. Apparition de l'espèce humaine il y a 4 millions d'années. Et là, alors un débat, vous savez, c'est le lien avec ce qui a été évoqué dans certains aspects les 2 journées précédentes, le côté préhistorique, préhistoire, l'histoire de la suprématie de Sapiens sur Néandertal, où on dit que ça peut être lié à la communication, au langage, au fait de savoir se regrouper, bien qu'en étant moins fort physiquement. Alors, une nouvelle option proposée par Jonathan Kennedy dans le livre que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est tout simplement que Sapiens, en venant d'Afrique, 200 000 ans avant notre ère, a amené des pathogènes auxquels Néandertal, plus costaud, plus adapté au climat froid et tout, n'aurait pas résisté. C'est une hypothèse qui est très étudiée actuellement. Alors, on avance dans le temps, réchauffement climatique, dernière glaciation, et on a le tournant connu là aussi de la révolution agricole ou néolithique, vers 10 000 donc au Proche-Orient, avec, vous connaissez, la sédentarisation, les échanges et
évidemment, qui dit sédentarisation, village, ville, dit nouvelles maladies. Alors, nouvelles maladies liées aux échanges, à une forme de mobilité humaine, mais aussi à une à de la malnutrition avec une nourriture uniquement à base de céréales, ou en grande partie à base de céréales. Et les nouvelles maladies, c'est celles qu'on connaîtra après, la tuberculose, la variole, donc qui apparaissent et dont on a hérité malheureusement. Alors, la première grande catastrophe, enfin pas la première, mais qu'on peut aborder proche de nous, alors la catastrophe naturelle, c'est un point qui est souvent évoqué, l'explosion du volcan de Santorin dans les Cyclades grecques, à peu près il y a à peu 1500 ans avant notre ère. Alors en fait, c'est une explosion d'un volcan qui, de manière assez classique, a provoqué 4 tsunamis, et c'est surtout alors évoquer le mythe de l'Atlantide, la disparition peut-être d'une civilisation, la fin de la civilisation, ou en tout cas le net déclin de la civilisation minoenne en Crète, les plaies d'Égypte, donc, évoquées dans la Bible, tout ça c'est lié à des changements climatiques et aussi à des mouvements de population, notamment ce qu'on appelle les peuples de la mer, qui ont été très touchés par cette explosion des volcans de Santorin, qui est une des plus grosses catastrophes dans la Méditerranée orientale. Alors, après les catastrophes naturelles, les épidémies, et dans l'Iliade, Homère parle, dans le siège de Troie, donc qu'on date d'à peu près 1250 ans avant notre ère, Homère, l'Iliade donc commence par une épidémie de peste, avec épidémie de peste provoquée, d'après Homère, par Apollon, parce que Agamemnon avait enlevé une prêtresse du temple d'Apollon et avait refusé de la rendre à son père, qui s'est plaint à Apollon, qui a lancé, donc là on est dans la longue série des interventions divines pour les épidémies. Apollon, qui peut guérir de la peste, peut aussi la donner. Il l'a lancé sur le camp grec. Agamemnon a cédé et a rendu la prêtresse qu'il venait d'enlever, mais a pris celle qui avait été donnée à Achille, qui a été furieux, et il a refusé de continuer à combattre. C'est toute l'histoire donc de l'Iliade et de la guerre de Troie commence sur une épidémie de peste. Des épidémies qui sont d'ailleurs longtemps toutes qualifiées de peste, sans que ce soit forcément des pestes au sens actuel. Alors, plus en se rapprochant un peu, ça aussi c'est célèbre, la grande peste d'Athènes en 430 avant notre ère, au moment de la guerre du Péloponnèse, donc Athènes, rivalité avec Sparte, pour la domination sur l'ensemble du monde hellénique, et là une décision humaine, de Périclès, le stratège qui gouvernait Athènes à l'époque. Il décide de récupérer toute la population de l'Attique, c'est-à-dire tous les villages autour d'Athènes, et de les enfermer, de les accueillir dans Athènes. Et là, ça a provoqué une épidémie très forte de peste qui a tué 30 ou 40% de la population, enfin dite de peste. On pense que peut-être c'est variole ou choléra, mais on ne sait pas trop. En tout cas, oui, c'est une décision qui a provoqué de surpopulation, qui a provoqué ce gros problème. Et évidemment, les Athéniens ont pensé que c'était probablement lié à une intervention d'Apollon, l'oracle de Delphes, qui était plutôt favorable aux Spartiates, qui après vont finalement gagner la guerre du Péloponnèse. Alors, un tableau pour éclairer un peu la mort de Périclès, qui a été d'ailleurs une des premières victimes de la peste. Alors, il y a eu bien d'autres raisons qui ont provoqué la défaite finale avec une tentative impérialiste sur la Sicile d'Alcibiade, tout ça. Alors, les événements, je ne peux pas tout dire, mais au milieu de tout ça, il y a l'exécution de Socrate, enfin la mort de Socrate, condamné, qui, voilà.
Alors, pour continuer sur des épisodes toujours de maladies, ben, ce sont, c'est pas trop dit ça, alors ça c'est dans le livre de Jonathan Kennedy. Mais par exemple, Hannibal, bon, vous connaissez toute l'histoire, hein, Hannibal et Rome, mais peut-être que sur l'affaiblissement, alors on parle des délices de Capoue, bon, mais que peut-être la malaria a joué un rôle important dans l'affaiblissement des troupes carthaginoises, puisque la propre épouse et le fils d'Hannibal sont morts de malaria quand même en 210. Après, bien sûr, alors là, on va vers des catastrophes naturelles. Vous connaissez Herculanum et Pompéi en 79. Alors, il va y avoir, c'est une époque quand même où c'est la grande expansion de l'Empire romain, la Pax Romana, un optimum climatique romain, on parle donc avec un radoucissement du climat, donc et de meilleures récoltes. C'est un contexte aussi où Rome représente à l'Empire romain, tout le bassin de la Méditerranée représente à peu près 20-25% de la population de l'humanité, la Chine un autre quart, et en commerçant via l'Inde, alors c'était pas tout qui commerçait, mais enfin il y avait c'est étudié en histoire comme une première mondialisation avec des échanges, notamment sur un produit qui a donné son nom par des voies maritimes ou des voies terrestres, la route de la soie, il n'y a pas que ça, mais à l'époque ça a été assez important pour les classes aisées de Rome, et Sénèque en particulier se plaignent de ce que ça coûte au monde romain, tout l'or et tout l'argent qui sortent pour acquérir ces parures qui plaisent tant aux dames romaines. Alors, ce qui m'intéresse davantage, c'est le retournement, là, important de conjoncture avec une émission très intéressante qui a tué l'Empire romain, qui a été sur Arte ou sur la 5, c'est passé 2 fois, qu'on appelle la peste antonine, du nom d'Antonin le Pieux, le premier empereur de cette dynastie, à partir de 165. Alors, là aussi, qui aurait été ramené d'Orient, parce que, en s'emparant de la capitale Parthe en Perse, Séleucie, les troupes romaines ont pillé le temple d'Apollon, qui, pour se venger, leur aurait donné l'épidémie, et voilà, et qui va déferler sur tout l'Empire romain, mais qui était endémique quand même en Perse aussi. Alors, là, une hypothèse, on présente les Romains comme les thermes, les bains, les aqueducs, enfin, bon. Alors, et là, Kennedy souligne que les thermes seraient plutôt un facteur aggravant, puisque se regrouper tous dans des lieux dont l'eau n'était pas toujours renouvelée, et en tout cas, il n'y avait pas de poubelles dans les rues, enfin, il n'y avait pas d'évacuation des ordures, donc la propreté considérés dans les marqueurs de l'époque, les thermes n'étaient pas forcément un facteur qui empêchait les épidémies, mais qui pouvait même être aggravant. Alors, par contre, et le facteur urbain, comme toujours, accentue le côté épidémie, transmission d'épidémie. Par contre, les barbares, de l'autre côté des frontières de l'Empire, ils n'ont pas trop de villes, donc ils sont moins touchés. Mais ils ont du mal à commercer et ils vont essayer de franchir les limites de l'Empire, le célèbre Limès, et sur le Rhin et sur le Danube notamment. Et l'empereur romain de l'époque, Marc Aurèle, va mourir dans un camp qui donnera la ville de Vienne, en Autriche actuellement, sur le Danube, de la peste, en 180 après dans notre ère. Donc ça, c'est le début, quand même, alors ça sera progressif, mais de la très grave crise du IIIe siècle qui va mettre en cause la survie même de l'Empire romain avec la réaction dite de l'empereur Dioclétien. Et là aussi, Kennedy parle d'une hypothèse. Alors, une hypothèse, il dit que l'essor du christianisme a pu être favorisé par ce contexte parce que le christianisme, contrairement aux religions antiques, avait une tradition d'entraide quand même au service des autres et avait aussi une vision de l'au-delà, d'après la mort, qui était plus porteuse, disons, pour prendre un terme un peu marketing, que d'autres, que les cultes païens anciens. Donc il dit que ça a pu jouer, ces épidémies, et la crise généralisée, sur l'évolution du christianisme, qui apparaissait en gros comme une meilleure solution, plus rassurante. Fortification des frontières, rempart pour les villes, ça vaut pour Saint-Jérôme
et surtout pour Saint-Dizier. Bon, je ne m'embarque pas, ça a été évoqué hier sur le positionnement de la cité gallo-romaine. Voilà. Mais en tout cas, elle va glisser plus vers Saint-Dizier à ce moment-là. Évidemment, la Chine est également très touchée. Depuis le plus longtemps que nous, la Chine, nous en tant qu'empire romain, mais c'est le début de la création très progressive de la Grande Muraille. Alors, les épidémies continuent. Alors, moment capital de l'histoire de l'humanité, le siège et le pillage de Rome par Alaric, le Wisigoth, énorme retentissement, Saint-Augustin, tout ça. Mais Alaric, Alaric, il va mourir de la malaria qu'il va avoir contracté en étant à Rome, en pied à Rome. Un autre que vous connaissez aussi, Attila, il est un. Alors là, on entame la longue série des peuples de la steppe. Eh bien, après le raid d'Angole célèbre de 451, il va menacer Rome, détruire Aquilée au nord, et après ça donnera, les réfugiés iront dans les lagunes, et puis ça sera Venise, en 452, mais son armée va être victime d'une forte épidémie et il va se replier en Pannonie, la Hongrie actuelle, quoi. Alors, importance, alors là, c'est intéressant parce qu'il y a la conjonction de deux choses, les épidémies et le changement climatique, dans la reconquête de Justinien. Alors, Constantinople, nouvelle capitale fondée en 330, empire romain d'Orient, et Justinien, au début du VIe siècle, va essayer de reconquérir, et il y réussit assez bien au début, toute l'Afrique du Nord sur les Vantales, l'Espagne du Sud sur les Visigoths, l'Italie sur les Ostrogoths, mais ses ambitions vont être brisées net par le tournant de 536, avec un changement de climat, on est à peu près sûr des origines. Maintenant, ce sont des éruptions volcaniques en Islande. Et après 541, la peste qui porte son nom, Justinienne, elle, venue d'Égypte. Alors, l'Empire perse va être également très touché. Et les deux superpuissances de l'époque vont décider de s'engager dans une lutte à mort pendant 80 ans, ce qui va les affaiblir considérablement. Alors, en Arabie, peut toucher parce qu'en dehors des routes commerciales, enfin même si Mahomet a été marchand à un moment, en dehors des routes commerciales les plus importantes et dans des villes quand même de moindre importance, eh bien, vous le savez, il va y naître une nouvelle religion conquérante, l'islam, et qui va bénéficier de l'affaiblissement et de maladies, qui avaient perdu 30 ou 40% de leur population, et aussi, ça veut dire, de leurs ressources économiques. Eh bien, les deux empires vont être très vulnérables à l'offensive musulmane. Les premiers à succomber, ça va être l'Empire perse en 651, Constantinople va être assiégé en 678 et 722, et plus près de nous, le royaume visigothique qui va être affaibli, peste, querelle de succession, mais beaucoup la peste, fin 7e siècle, ben vous le savez, l'Espagne va être conquise par les troupes arabes, en fait plutôt berbères, disons musulmanes plus globalement, Poitiers, 732, enfin. Et en Chine, ils vont aller dans toute l'Asie centrale, qui est d'ailleurs toujours musulmane, et aux portes de la Chine, ils ne vont être arrêtés qu'en 751. Tout ça, donc, le message central, c'est que l'expansion assez foudroyante de l'islam doit beaucoup au changement de climat et au déclin des deux empires, changement de climat et catastrophes climatiques, mais aussi épidémies de peste justinienne qui ont considérablement affaibli les deux grandes puissances de l'époque. Alors, cette expansion de l'islam, elle va être aussi favorisée par un changement climatique et on va parler de 700 à 1250, 1280 à peu près, on parle de l'optimum climatique médiéval. Alors, j'entre pas dans le détail, on peut mettre dans ce contexte-là de cet optimum climatique médiéval l'expansion des Vikings, alors, qui sont allés jusqu'en Amérique, enfin Normandie, enfin Sicile, et fondation de la Russie quand même. Les croisades intéressantes dans le cadre de cet optimum. Et ce réchauffement climatique provoque évidemment, optimum climatique médiéval, une amélioration des récoltes, et c'est ce que Georges Duby appelle l'accroissement démographique, qu'il appelle le monde plein. Et le beau XIIIe siècle, ou temps des cathédrales, comme il le qualifie aussi.
Un changement climatique à partir de 1250, en Occident, ce sont les éruptions du volcan Lombok en Indonésie, Bali, dans l'île de Bali, et c'est notamment un refroidissement du climat qu'on voit à travers notamment la série Les Rois Maudits, avec notamment la terrible année 1315, pourrissement des récoltes. Alors, comme le dit le roi Ladurie, les blés, ce sont des plantes immigrées, entre guillemets, qui viennent du Proche-Orient, qui n'aiment ni le froid, ni la pluie, ni la très grande chaleur. Et donc, là, catastrophique pourrissement des récoltes, et un dixième de la population qui décède, quand même, dans cette année 1315-1316, dans ces années. Et en tout cas, pour ceux qui subsistent, ben, ce sont des populations affaiblies. Et là, on va avoir un changement de conjoncture aussi climatique. Et là, on va aller vers une période qui va durer, alors chez 1250, ça peut commencer un peu avant, dans nos contrées, en Occident, 1240, 1250, jusqu'à autre tournant, on y reviendra, 1850, petite tache glaciaire. Alors, ce tournant climatique, il a été plus précoce en Asie centrale et en Chine, et il provoqua un regroupement et des mouvements, toujours de peuples de la steppe, alors cette fois, sous l'hégémonie des Mongols, Genghis Khan, qui va franchir la grande muraille de Chine et qui va construire un immense empire qui va aller de la Corée à la Pologne en subjuguant toute l'Ukraine, le sud de la Russie actuelle, enfin tout ça. C'est la Pax Mongolica et les routes de la soie. Alors, et la peste, qu'on avait oubliée depuis 600 ans, ben, elle va revenir sur le devant de la scène. Elle va éclater en Asie centrale et en Chine après 1331. Et le déclencheur pour nous, Occident, ça va être le siège du comptoir génois de Kaffa, en mer Noire, donc, par les Mongols en 1346. Des bateaux vont pouvoir partir, et on parle de guerre bactériologique, entre guillemets. Ça s'était pratiqué avant, mais enfin, c'est la première fois qu'on en parle, quand même, paraît-il, qu'ils vont décider d'utiliser les cadavres de leurs soldats qui étaient empoisonnés par la peste pour les balancer avec des catapultes de l'autre côté des remparts et transmettre l'épidémie aux populations assiégées. En tout cas, vrai ou pas vrai, ce qui est sûr, c'est que les bateaux qui ont quitté Kaffa, donc sur la mer Noire, sont passés par Constantinople, sont passés pour aller par Constantinople, donc chez nous en Occident, ils sont arrivés à Gênes, puisque c'est un comptoir génois, et un à Marseille, et ils ont transmis, vecteur des puces, des rats, la célèbre épidémie que vous connaissez de peste noire, Black Death en anglais. Alors là aussi, punition divine, recherche de boucs émissaires, massacre de juifs, notamment en Allemagne, mais aussi en Espagne. Enfin, en Espagne, quand je dis Espagne, c'est le royaume d'Aragon, de Castille, Navarre, et bien entendu à l'Andalous d'Espagne musulmane. Le rôle des États va s'affirmer quand même. Là, on glisse vers la modernité, notamment dans les mesures prises pour protéger de la peste. Cordon sanitaire, quarantaine, et bien sûr, grand changement dans les mentalités, c'est les fameuses danses macabres, avec le traumatisme, l'omniprésence de la mort, la crise de la chrétienté, et c'est à l'époque, là aussi, crise de la chrétienté, grand schisme d'Occident avec 2 papes à Rome et Avignon, et de cette période de crise sortira la réforme protestante. Voilà, un épisode de danse macabre avec danse des cadavres, et qui montre que quand même personne n'est épargné, que ce soit le clergé ou les grands de ce monde. Fin du monde plein, grande diminution de 40 à 50% de la population, avec des zones, dans nos Pyrénées par exemple, le béar de Gaston Phébus a été quasiment pas touché, donc qui ont pu éviter ces drames-là. Alors, problème des retours de peste. Alors, il y a l'épidémie de peste en soi, de peste noire, mais en gros, il va y avoir des retours de peste, c'est-à-dire l'épidémie qui revient de manière récurrente tous les 10 ou 20 ans, jusqu'en gros, on le verra, en 1720. Donc, pas en gros, mais 1720, on le verra. Alors, expansion ottomane qui va être favorisée par la peste, quelque part. Ce sont des populations nomades qui vont être moins touchées et finalement, après être passées par l'Anatolie
les Balkans déjà, Kosovo 1389, il s'empare de Constantinople en 1453, et ça veut dire qu'il coupe les routes commerciales aux cités italiennes du Proche-Orient. En même temps, la Chine a décidé de se refermer sur elle-même après avoir fait une grande expansion dans l'océan Indien, bien sûr la mer de Chine, mais franchi le détroit de Malacca et l'océan Indien. C'est la première fois dans l'histoire qu'une puissance décide de se replier. Elle a ses raisons, et une des raisons, c'est le changement de dynastie, et aussi les Mandchous qui attaquent la Grande Muraille au nord, cette fois. Mais en fait, ils décident de ne plus avoir d'expansion extérieure à partir de 1420. Ils détruisent même leur propre flotte. Tournant de la modernité, bien sûr, que vous connaissez, ce sont les grandes découvertes. Et avec, alors, c'est toujours le débat, on peut parler de rupture et de continuité. Rupture, l'ouverture vers l'Amérique, Colonne, d'accord, qui d'ailleurs est un Génois. Donc vous voyez, il est quand même l'héritier des précédents. Il y a aussi des continuités entre la fin du Moyen-Âge et les temps modernes. Vasco de Gama, donc, contourne l'Afrique, et les Portugais, et arrive aux Indes en 1498. Et là, on est complètement dans le tournant des épidémies. L'Amérique espagnole, la chute des empires aztèques, alors des populations, des armées limitées en nombre de 100 fantassins, certes peut-être des chevaux, certes peut-être des canons, mais enfin certes peut-être des armes à feu, mais qui enfin, une fois que vous aviez tiré, il fallait encore la recharger. C'est surtout la variole qui va tuer les deux grands empires, aztèques et incas, quand même à 90% de la population, et même chose plus tard pour les Anglais dans ce qu'on appellera la Nouvelle-Angleterre. Alors, grand tournant, les États modernes, capitalisme, là je ne vais pas trop développer. Le Goff parle de l'homme Moyen-Âge, et la peste qui est toujours là, y compris dans nos régions. Alors ça avait fait l'objet d'une intervention, je crois, l'année dernière, à ces mêmes chemin de la connaissance. Mirepoix, Axe, Saint-Lizier a été victime de la peste en 1631 et également plus tard en 1652-1654. Alors, la dernière épidémie de peste, on dit souvent en Occident, mais en fait, en France, c'est Marseille et la Provence en 1720 et Messine en 1753 pour tout l'Occident. Mais elle continuera de manière endémique dans l'Empire ottoman. Juste la mention des terribles famines liées aux grands hivers de 1693 et 1709 qui ont tué près de 10% de la population en France. Et là, on va changer un peu de sujet, on va revenir aux catastrophes naturelles. On est en plein siècle des Lumières et de la raison, l'optimisme, et ça va être le terrible choc, très bien décrit notamment par Voltaire, d'une ville qui a quand même 250 000 habitants, Lisbonne, de ce qu'on appelle le tremblement de terre de Lisbonne, mais qui en fait est un tsunami, comme va le montrer la gravure suivante, que vous voyez que c'est carrément... Alors, il y a d'abord un tremblement de terre à l'intérieur, alors là aussi c'est un sujet de recherche en soi, c'est les mauvaises décisions quelquefois des gouvernants, avec les informations dont ils disposaient. Il y a un tremblement de terre à l'intérieur des terres, des maisons qui s'effondrent, qui brûlent, et ils décident, notamment le marquis de Pombal, de transférer la population vers les bords du Tage. Manque de peau, quand il y a un tsunami, ils prennent une vague de 10 mètres de haut, comme vous le voyez là, et il y a 50 à 60 000 morts. Voilà. Population amérindienne décimée, c'est plus que décimée, 90%. Ça implique la traite des gruyères, le commerce triangulaire. Et ces populations noires ont plus de résistance à la malaria dans les plantations. Alors, cette malaria qui quand même va, quand ils vont essayer d'aller dans le sud contre les insurgents américains révoltés contre la puissance britannique, ça ne va pas trop réussir aux troupes de Cornwallis qui vont être vraiment décimées par la malaria et très affaiblies. Et après, il y aura le corps expéditionnaire français, bien sûr, Lafayette, Rochambeau, tout ça. Et c'est la malaria aussi qui va provoquer l'échec du projet de Bonaparte à Saint-Domingue, qu'il envisageait la reprise de l'île en envoyant son beau-frère, Leclerc, qui en est mort quand même, pour développer. Il avait des ambitions en plus vers la Louisiane à l'époque, mais c'est la malaria, plus que Toussaint l'ouverture et tout ça, ça a joué, mais quand même, la malaria jouait un rôle terrible. Et là, on aborde le grand couplet du rôle du climat dans les changements politiques. Ça, c'est le tome 2 du livre de Leroy-Ladurie, Disette et Révolution. La Révolution française, elle doit quelque part beaucoup
à l'éruption d'un volcan islandais en 1785, qui va impliquer de mauvaises récoltes, les terribles hivers de 1787 surtout, mais aussi 1788-89, et il y aura des émeutes frumentaires à Paris, encore le 13 juillet 1789. Après, alors là, on change de siècle, éruption du volcan indonésien Tambora, 90 000 morts, mais surtout perturbation du système de la mousson avec des dérèglements climatiques importants en Inde et en France et en Occident, différents. En Inde, c'est la sécheresse. Chez nous, c'est une année sans été, 1816. Et surtout, ce changement, perturbation du système de mousson, ça va faire apparaître de nouveaux variants du choléra qui atteint l'Angleterre en 1831. Ces épidémies de choléra, elles vont atteindre la France, et notamment Paris et beaucoup l'Angleterre, en 1852-1854, avec la forte spécificité que vous connaissez, je pense, de l'Ariège et du choléra, plus de 11 000 morts, notamment dans l'épidémie de 1854, ce qui pourrait constituer un sujet pour, par exemple, le Conservatoire de la mémoire. Alors, toujours rôle, là c'est en continuité dans le livre d'Emmanuel Leroy-Ladurie, le tome 2, toujours continuité du rôle du climat sur les événements politiques, mauvaise récolte, disette, émeutes frumentaires à partir de 1825, alors c'est pas tout ça, hein, c'est aussi la maladresse de Polignac et de Charles X, mais ça a un rôle en arrière-fond dans le contexte des 3 journées de juillet 1830, et encore davantage pour la Révolution de 1848, grande sécheresse depuis 1846, maladie de la pomme de terre à partir de 1847, il n'y a pas que l'Irlande, encore des morts de faim en Ariège et des maximum démographique en 1846, Couserans 95 000 habitants, qui était alors l'arrondissement de l'Ariège le plus peuplé, et là c'est le début du tournant avec cette épidémie de choléra, plus des morts de faim quand même de la maladie de la pomme de terre, notamment dans le canton de Massat quand même. Alors, autre tournant, là on revient sur le climat, réchauffement climatique après 1860, bon, la célèbre grippe espagnole qui quand même tua sur des populations fragilisées, notamment en Allemagne, en Autriche-Hongrie, mais aussi en France, entre 50 et 100 millions de personnes. Toujours des éruptions volcaniques, Krakatoa, Montagne-Pelée, là je passe assez vite. Alors, des famines, les famines, bon, un peu hors sujet, mais enfin je le dis quand même, pas que des climats et des épidémies, je l'ai dit un peu avec Périclès, mais qui peuvent être les conséquences de décisions humaines. Alors, Mao Tse-tung avait décidé le grand bond en avant, vous en avez probablement entendu parler, en Chine en 1958. Et il a décidé d'industrialiser les campagnes en mobilisant la paysannerie au détriment des travaux agricoles. Évidemment, immense famine dont les effets vont être considérablement aggravés par la décision d'exterminer 4 fléaux considérés comme des animaux capitalistes, les rats, les moineaux, les mouches, les moustiques, qui sont des prédateurs des récoltes et des vecteurs de maladies. Et notamment, près d'1 milliard de moineaux vont être tués par les enfants avec des frondes. Et en 1960, des milliers de sauterelles et de criquets détruisent les récoltes et il y a au moins 50 millions à 80 millions de morts. C'est probablement la plus grande mortalité en concurrence avec les malheureux Amérindiens et la variole de l'histoire de l'humanité. Je ne sais pas si vous voyez bien les 4 animaux capitalistes, donc rats, mouches, moustiques et les plus faciles à victime, les moineaux. Bon, le sida, je passe, et là on arrive à notre période, hein, le rôle décisif de l'homme dans l'urbanisation. L'urbanisation, c'est lié à l'augmentation de la population de la planète, 1,8 milliard d'habitants en 1900, pratiquement 8 milliards fin 2022, doublement quand même depuis 1992. Le réchauffement climatique, cette fois par action donc par l'humanité, les rapports du GIEC, et le retour
le recul spectaculaire des glaciers par rapport aux célèbres avancées où les prêtres, texte repris par le roi Ladurie, excommunient les glaciers qui avancent dans les vallées, notamment à Chamonix, des catastrophes naturelles. Alors, Agadir 1960, Antioche alors 115, 526, la grande ville orientale, et plus près de nous, ça a fallu coûter très cher à Erdogan d'ailleurs, en Anatolie, en 2023. Éruption volcanique aux États-Unis, Sainte-Hélène, c'est les risques de volcans, Indonésie, Inde, Vésuve par rapport à Naples, je vais y revenir. Alors là, un élément intéressant, c'est le rôle des courages sous-marins qu'on évoque rarement, Gulfstream, Labrador, et surtout, ça devient assez connu maintenant, El Niño, livre de Testo très récent et Valentin, qui parle de bombes climatiques avec des sécheresses et aussi des inondations. Et c'est à la fin d'un cycle d'à peu près 2 ans, apparaît un autre phénomène qu'on appelle la Niña, El Niño et la Niña, avec des hivers, conséquence de la Niña, des hivers extrêmement précoces et froids en Europe du Nord et en Russie, comme en 1812 et en 1941. Je ne sais pas si Napoléon et Hitler vont être, ça leur aurait fait quelque chose de savoir qu'ils avaient été victimes, non pas du général hiver, comme on disait, mais donc d'un phénomène climatique qui a été étudié. C'est vrai qu'à chaque fois, ils ont été victimes quand même d'un coup de froid à moins 25, moins 30, à peu près au 25 novembre, ce qui est rarissime dans l'histoire, y compris de la Russie. Voilà, donc c'est la Niña. C'est dans ce livre qu'ils le développent. Alors, il y a plein d'autres exemples, et notamment, alors là, c'est un côté pluie diluvienne qui a favorisé de la végétation dans le désert de Tchetchoura et qui a permis aux conquistadors de traverser le désert facilement parce qu'il n'était pas, justement, cette année-là, il n'était plus un désert. Et donc, chute de l'Empire Inca, l'effondrement des cités mayas, beaucoup de problèmes de l'Égypte antique, la terrible sécheresse qu'on attribue au Niño de 1973 et la chute d'Haïlé Sélassié en Éthiopie, par exemple. Et il peut y avoir aussi le rôle des courants atmosphériques qui commencent à être évoqués. Donc, il peut y avoir des courants sous-marins, mais aussi il peut y avoir des courants atmosphériques qui jouent sur les changements climatiques. Voilà, alors là, on arrive au terme de notre rapide voyage dans le temps que je vous ai proposé. Alors, l'hypothèse, c'était que les catastrophes naturelles et les changements climatiques et les épidémies peuvent entrer en résonance, ce qui est pas beaucoup évoqué jusqu'à présent, et donc interagir sur l'évolution de l'histoire de l'humanité. Au moins, toujours les 2 premiers, ça c'est sûr, catastrophes naturelles impliquent changement climatique, mais aussi les 3 ensembles, je viens de l'évoquer, les 3 ensembles avec, sur la durée, donc l'éruption de Santorin, la fin de l'Empire romain et le développement du choléra pendant tout le 19e siècle. Là, il y a vraiment interaction de tous les phénomènes. Et maintenant, on a toujours les risques de catastrophes naturelles, les volcans, Vésuve, qui menacent constamment Naples, mais pas que Naples, ça veut dire toutes les conséquences que ça peut avoir sur notre climat, Etna, Indonésie, j'ai oublié l'Islande, le rôle possible des courants sous-marins et atmosphériques, les tsunamis, mais on l'a vu, ils ne concernent pas que le Japon, Santorin et Lisbonne aussi, les météorites, alors je ne veux pas casser le moral par ce beau soleil couserannais, mais bon, tout a commencé par ça, il y a 65 millions d'années, avec extinction de quasi énorme refroidissement et extinction de la quasi-totalité de la faune et de la flore à l'époque. Nouveau virus après, pour continuer dans le positif, entre guillemets, virus après, mais non, il fait soleil, autrement je serai allé plus doucement. Mais et les risques nucléaires, quand même, il ne faut pas les oublier, ils existent quand même. Tchernobyl, Bhopal, Seveso, voilà. Alors, ça c'est pour moi un champ de recherche maintenant pluridisciplinaire avec l'idée de One Health, une seule santé, en liaison, on va travailler là-dessus avec Maison Alfort, l'école vétérinaire et l'Institut national de recherche
agronomique, INRAE, une seule santé pour la terre, les animaux et les humains. Il y a aussi l'idée d'écologie intégrale, donc, et dans une perspective d'histoire globale. Alors j'avais fait un exposé l'année dernière sur l'intelligence économique des territoires, où on souligne beaucoup cette dimension risque, et j'avais une réunion hier en visio, on va certainement changer notre proposition d'intelligence économique pour parler d'essayer d'avoir des visions prospectives et stratégiques. Et bien sûr, ça a été évoqué, je crois, hier, la dimension intelligence artificielle et données, qui est un thème de recherche et qui peut jouer, qui joue énormément, et on travaille là-dessus, sur les aspects calcul assurantiel pour les assurances, pour les risques, pour prévoir tout simplement, mais aussi avec les conséquences que ça peut avoir. Et je ne vous fais pas le couplet sur l'avancement des océans et des zones menacées que plus personne ne voudra assurer dans 10 ou 15 ans, avec certains littoraux, notamment français, quoi. Voilà. Donc, juste un schéma qui est le schéma classique de l'Institut national de recherche agronomique pour plaider pour cette idée de One Health avec l'interconnexion de tout, hein, de la santé de l'humain, de la santé des animaux et toute l'influence sur l'environnement et sur notre planète. Voilà, donc merci beaucoup pour votre attention et merci pour vos questions si vous en avez. Merci pour ton intervention. Et est-ce que vous avez des questions à poser à notre ami? Allez-y, profitez-en. Oui. Vous avez un code de micro? Je peux parler, je ne sais pas si on m'entend. Non, mais comme ça, tout le monde entend. Merci à vous. Non, c'est deux remarques. Au sujet de la maladie de la pomme de terre, et ça a été, on a trouvé une solution, c'était sous Napoléon III, je pense. Il y a eu une politique générale de plantation de châtaigniers. De châtaigniers pour donner un féculent de qualité. Et donc ici, nous avons eu, à travers surtout les verriers aussi, qui étaient sur des terres acides, donc où il y avait des châtaigniers, on a eu tout un programme d'implantation de châtaignes de qualité. Et c'était, moi, à Angoulême, on retrouve des arbres encore à Loutrec, par exemple, qui ont été donnés à la population. C'était des arbres collectifs, si on veut, pour compenser donc ce manque de féculents. D'accord. Alors, la maladie de la pomme de terre, il y a eu des morts en 1846. Dans le canton de Massat, dans le canton de Cabane, dans le Kerrigut aussi. C'est bon, ça a été. Et bien sûr, mais je ne m'embarque pas, l'Irlande, et le drame de l'Irlande, où les Anglais, enfin, bon, je ne vais pas régler des codes. Oui, et que les Anglais n'ont pas quand même. C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. J'ai rien dit, j'ai pas de compte à régler pour le rugby pour le moment. Notre réflexion. Donc là, c'était très bien toutes les catastrophes possibles. Mais il y a une nouvelle catastrophe qui peut nous arriver, c'est les perturbations solaires. Oui. Alors, j'ai pas fait le carbone, la couche d'ozone. J'ai essayé de faire. J'ai déjà dit, à mon avis, trop de choses. Mais enfin, je vous ai donné. Chacun y prendra. Mais il y a des éléments, par exemple, sur l'islam, sur des choses comme ça, qui, je pense, c'est important de replacer dans le contexte. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment naturel, ces perturbations solaires, coups de vent solaire, qui peuvent mettre en panne tout notre système électrique. C'est arrivé et on ne les considère pas. Dernièrement, il y a eu un satellite qui a été complètement touché. Donc, c'est peut-être envisagé comme catastrophe, peut-être pas si naturelle que ça, naturel. Oui, mais vous savez, j'ai un ami qui m'a téléphoné il y a 2 jours, son frère est au Texas, ils n'ont pas eu d'électricité pendant 3 jours, vous voyez ce que ça veut dire, hein? Vous imaginez pas d'électricité pendant 3 jours, le congélateur c'est fini, Internet c'est tout ça, bon. Et je ne vous fais pas le couplet à Paris. Si on a de nouveau 1910, là, heureusement qu'on se replie actuellement vers Saint-Giron, on regardera ça de loin. Parce que les inondations de Paris, imaginez, la Seine monte, on vous dit qu'il y a des barrages, tout ça, d'accord, mais enfin, quand on voit les émissions, si tout converge en même temps, ça risque d'être, et là,
Donc vous voyez, si conclusion de conclusion, l'extraordinaire... Pour finir de nous ruiner le moral. Non, mais après, l'extraordinaire fragilité, vulnérabilité, mais je pense que François va le dire aussi, de notre planète et de l'espèce humaine quand même aussi. La solution, c'est de retour à plus de localisation et faire cultiver son jardin. Voilà. Alors, si c'est une météorite... Ouais, non, mais c'est un panne électrique. Ah, oui, là, en restant... Non, mais c'est vrai, et ne pas rajouter dans les trucs inutiles, c'est sûr. Messieurs, dames, est-ce que vous avez une question? Oui, monsieur, allez-y. J'aurais une question. Vous avez bien parlé de l'influence du changement climatique. Et alors, la question que moi je me pose, c'est l'influence humaine aujourd'hui sur le changement climatique. Comment la mesurer et comment on peut dire que, effectivement, c'est aujourd'hui l'influence humaine plus que l'influence naturelle que nous avons connue pendant... Alors l'influence humaine, elle est indéniable sur la couche d'ozone et les émissions de gaz carbonique et surtout l'effet de serre, donc, et surtout le fait qu'on est, je l'ai dit, de plus en plus nombreux. Donc là, c'est indéniable. Et puis, il y a aussi le fait, il faut dire les choses comme elles sont, qu'on sait quels sont les grands pollueurs. C'est quand même les États-Unis et la Chine qui ne font rien, quoi qu'on en dise, quoi. Alors, on s'agite beaucoup sur... mais rien n'est contraignant. Et je crains qu'en particulier en France, vu la situation budgétaire et le fait qu'on ne soit pas loin toujours dans la série catastrophe, et je reprends le titre de Testo, qu'à mon avis, les investissements pour les faire, ça va être encore plus difficile. Et l'Union européenne, point d'interrogation, j'en dirai pas plus, quoi. Mais voilà, non, vous avez raison, donc il faut prendre des décisions, et on a effectivement le rôle de l'homme, c'est sûr, mais quand même pour établir un peu, vers un juste milieu, je dirais. Il y a eu des catastrophes naturelles, il y a eu des périodes de réchauffement climatique qui ont beaucoup marqué notre histoire et des périodes de petit âge glaciaire, de 1250 à 1850, sans rôle de l'homme, quoi. Enfin, très faible, quoi. Mais là, on a peut-être... Il y en a qui le disent, et d'ailleurs Allègre le disait à un moment, qu'il y a peut-être que c'est aussi une tendance, et si vous le voyez, c'est vrai qu'il y a aussi des... Voilà, pour répondre à ta question, c'est vrai que c'est pas très très facile. C'est pour ça qu'il y en a qui nient le réchauffement climatique dû à l'action de l'homme, qui le minore en disant oui, mais il y a peut-être une tendance qui serait quand même... Voilà.